sur Insta. Dites-moi comment vous allez. Voilà, je suis connectée sur Insta aussi. Je pense, normalement, ça va bien fonctionner. Nous voilà pour la troisième soirée. Hello tout le monde, vous pouvez faire un petit coucou quand vous arrivez. Vous pouvez me dire comment vous allez, si vous vous sentez bien. J'ai un petit coup de stress là, la vidéo sur YouTube, tout d'un coup, sur Facebook, tout d'un coup, ma caméra ne reconnaissait plus. Mais tout va bien. Pour moi, tout va bien. J'ai remis une petite musique pour commencer la soirée. Coucou! Coucou Noélie! J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé une bonne journée, que le week-end commence bien pour vous. On va le commencer avec une soirée fort agréable, bien sympathique en tout cas. Je vais arrêter le son. Voilà notre petite vidéo. Voilà, c'est bon pour le son. Notre petite musique a pris fin et on va pouvoir continuer notre réflexion à propos du temps et de comment se libérer du temps pour arrêter de courir et pour être plus confortable avec cette notion de temps. Hier, on a parlé de la culpabilité, de comment lâcher la culpabilité par rapport au temps. Et c'est vrai que c'est une réflexion qui revient souvent de comment faire pour se détendre par rapport à ça et pour arrêter d'être toujours dans notre tête et de culpabiliser quand on a l'impression de ne pas avoir le temps et quand on a l'impression de ne pas pouvoir, que les choses ne se passent pas comme on a envie. Et justement, j'ai eu encore des commentaires suite à cette vidéo de personnes qui me disaient oui, c'est vrai, c'est bien beau ce qu'on dit là, c'est bien beau cette théorie, mais en fait au quotidien finalement c'est difficile de ne pas subir les pressions de la société qui veut toujours qu'on en fasse trop, ou en tout cas de plus en plus, de la famille qui comprend pas qu'on soit pas là tout le temps pour les autres, surtout peut-être quand on est parent. On a les enfants aussi, quand on est maman, mais quand on est papa, c'est le cas aussi. Même quand on est enfant, on répond aux attentes de la famille, des parents, des frères et sœurs. Donc finalement, ça fait beaucoup de choses. Alors c'est marrant, puisqu'il y a mes parents et ma sœur qui regardent aussi ce soir, juste au moment où je parle de la famille, c'est vraiment sympa. Et c'est vrai que ça fait finalement beaucoup de choses à gérer, beaucoup d'attentes, de sollicitations. Il y a aussi le travail, il y a aussi les amis, et puis on est parfois dans un rôle, dans un personnage, et c'est difficile de s'autoriser à dire ben non, maintenant je vais fonctionner différemment. Donc c'est ça aussi qui est un entraînement à mettre en place. Et puis c'est de justement cet entraînement, j'ai déjà parlé plusieurs fois de connexion neuronale, c'est mettre en place des nouvelles habitudes. Et c'est vrai qu'on a parfois des habitudes depuis tellement longtemps, et surtout à propos du temps et à propos de la façon dont on gère sa vie, dont on gère justement l'organisation de son planning, que souvent on a déjà des habitudes qui sont bien ancrées, et créer des nouvelles connexions neuronales, c'est créer des nouvelles habitudes, mettre en place des autres choses. Au départ, on a l'impression que c'est difficile, parce que en fait, c'est pas difficile, c'est inhabituel. Et plus on va répéter cette nouvelle habitude, plus on va mettre en place un nouveau chemin neuronal. Donc plus on va s'autoriser
à créer de l'espace en soi, à créer du temps, donc de l'espace temporel aussi, et plus ça va être facile et moins on va ressentir cette pression de la société. C'est un peu comme quand on apprend à faire quelque chose, par exemple, quand on apprend à faire du vélo au début, quand on est petit, on ne sait pas faire du vélo et on a l'impression que c'est super difficile. Et c'est pas parce qu'on n'arrive pas tout de suite qu'on arrête, parce que quand on est petit, déjà, on se pose moins de questions que quand on est plus grand. Et on continue, on continue, on continue, on continue, jusqu'à ce qu'on arrive à faire du vélo. Et après, on se pose plus la question, quand on monte sur son vélo, de comment faut faire déjà pour avancer, comment faut faire pour tenir en équilibre sur le vélo. Là, les habitudes, nos pensées, c'est un petit peu pareil. C'est vraiment des choses, à force de répéter, qui s'ancrent en nous et qu'on prend de plus en plus l'habitude de mettre en place. Euh, Par exemple, un- quand on fait du ski, qu'on a l'habitude d'en faire depuis longtemps, et puis si on arrête pendant plusieurs années, on a l'impression que on ne sait plus comment faire et on n'est plus très à l'aise. C'est un peu la même idée pour ça, pour la gestion des émotions, la gestion même du temps. Enfin, quand on a des habitudes, c'est plus simple ensuite de les garder. Et c'est un entraînement qui devient même plus pesant. On le fait sans s'en rendre compte et ça devient naturel. Alors c'est sûr, même si on a parlé du temps et du rapport au temps pendant plusieurs soirs, là, pendant 3 soirs de suite, c'est pas parce qu'on a regardé une masterclass de 3 soirs que ça y est, on arrive à gérer notre temps et que on a réussi à complètement lâcher nos peurs et nos croyances à propos du temps. Donc c'est vraiment important de continuer de s'entraîner. Et pour ça, il y a 2 choses qui sont importantes. C'est déjà de passer à l'action, c'est-à-dire soi-même, de décider de faire des actions pour choisir une nouvelle pensée par rapport au temps et prendre des nouvelles habitudes. Et puis, c'est important aussi d'avoir un regard extérieur et d'être accompagné par quelqu'un qui est en dehors de notre vie. Et c'est pour ça que je vous propose cet accompagnement, parce que c'est vrai que parfois, quand on est dans le truc, il y a des choses qu'on ne voit pas, des, des fonctionnements, des habitudes, finalement, qui nous paraissent normaux et qui nous bloquent dans notre gestion des émotions, dans notre gestion des peurs et dans notre gestion des blocages. Donc c'est important aussi de ne pas faire ce chemin-là tout seul, que ce soit d'ailleurs en accompagnement, là par exemple comme avec moi, mais même c'est important d'en parler autour de soi, surtout avec ses proches, avec les gens avec qui on vit, pour qu'ils comprennent que justement on veut qu'il y ait des changements et qu'on veut qu'il y ait d'autres choses qui se mettent en place. Donc je crois que c'est vraiment important de ne pas faire ça tout seul. Alors, une des choses importantes aussi à comprendre, c'est que, en fait, si on a du mal à créer des nouvelles habitudes, c'est à cause de la partie de notre cerveau qui veut nous protéger, qu'on appelle souvent l'ego. On en entend souvent parler. Et l'ego, en fait, c'est vraiment ça, c'est cette partie de nous, cette partie intérieure de nous, qui veut nous protéger et qui a peur du changement. Euh, oui, effectivement, comme tu dis, Lynn, si on n'en parle pas autour de soi, les autres personnes ne comprennent pas pourquoi tout d'un coup c'est plus comme avant, pourquoi il y a un changement et même ça peut créer, au-delà des incompréhensions, ça peut créer des tensions parce que ben, tout d'un coup, ben, voilà, oui, t'es plus comme t'étais avant. Avant, tu faisais des choses et maintenant tu les fais plus. Et les gens, comme on en a parlé hier, chacun est dans son film, chacun a ses propres pensées. Et il peut même y avoir de la part de l'entourage des pensées du type bon, c'est à cause de moi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui a changé de mon côté, pourquoi ça marche, ça fonctionne plus comme avant. Donc, et c'est important aussi de pouvoir expliquer aux gens, à notre entourage, que c'est l'ego qui veut nous protéger, qui veut notre bien, et souvent, c'est vrai que on critique l'ego, on entend beaucoup que il faut pas écouter l'ego, qu'il faut ne pas suivre les conseils de l'ego et que l'ego, en gros, c'est mal. Mais pourtant, l'ego, il est super utile, il est super important. L'ego, c'est comme un peu comme
des parents surprotecteurs qui voudraient vraiment faire le mieux pour leur enfant, qui voudraient tout mettre en place pour leur enfant. Et à force de tellement vouloir les protéger, à force de tellement vouloir protéger leur enfant, parfois ils mettent des restrictions qui sont tellement importantes que les enfants, ils perdent confiance et ils osent plus faire des choses tout seuls. Pourtant, les parents, quand ils font ça, c'est dans une intention positive. Notre ego, c'est pareil. C'est un peu comme un petit chien de garde, enfin, ou un gros chien de garde, même parfois, qui serait là pour nous protéger de tout éventuel danger, en nous disant, si au moins ce que tu connais, tu es en sécurité. Donc, comme la phrase qu'on dit, qu'on entend parfois, au moins là, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Et si en fait, ce qu'on gagnait, on décide que ça peut être quelque chose de positif. Donc, l'ego, il a vraiment tellement peur que dès qu'il y a un changement, il veut nous protéger. Alors, on peut se désidentifier de l'ego. L'ego, c'est nous, mais en fait, c'est une partie de nous seulement. C'est pas l'ensemble de nous-mêmes. Donc, on peut réaliser que c'est une partie de nous et du coup, ça nous permet de pas toujours obéir aux impulsions de l'ego qui veut décider des choses et qui nous enferme dans nos peurs, dans nos habitudes et dans nos croyances, notamment par rapport au temps. Alors pour ça, on peut lui donner un nom. Par exemple, comme je vous ai parlé d'un petit chien de garde, c'est vrai que par exemple, Tal Chaler et Johan Razanamaï, ils parlent d'un pitbull. Donc eux, ils ont surnommé l'ego Bouboule. Alors comme moi, je m'appelle Doris, j'ai fait un petit mélange de tout ça et je l'appelle Doboule. Et mon ego, je l'ai même matérialisé, si on veut, une petite figurine, je ne sais pas si on le voit, qui est mon petit chien de garde qui veut me protéger et qui est toujours là pour me dire oui, attention, fais pas ça, prends pas cette décision. Et justement, tout l'enjeu, c'est de réussir à entendre ses conseils et pouvoir choisir en conscience. Ok, là, je décide de suivre ton conseil parce que je me rends compte qu'il me fait du bien. Mais là, en revanche, c'est un conseil qui n'est pas bénéfique pour moi parce que rester toujours dans ma zone de confort, c'est pas forcément positif dans le sens où ça permet pas forcément d'avancer vers la personne, sa personnalité idéale, comme par exemple ne pas faire tout ce qu'on nous demande si on n'en a pas envie. Donc parfois, voilà, l'ego, il veut vraiment nous protéger et s'adresser à lui en lui parlant comme à une personne extérieure, ça permet de prendre de la distance et ça permet de poser les choses aussi. Parce que l'ego empêche de faire des choix, il nous maintient dans des habitudes parce que c'est plus sécurisant pour lui. Mais finalement, ne pas choisir, un non-choix, c'est aussi un choix. Donc, c'est laisser choisir les autres. Ici, en l'occurrence, son ego. Mais finalement, quand on reste là à pas oser dire, non, là, je suis pas disponible pour faire telle chose, ou je préfère prendre du temps pour moi, ou même on n'a pas besoin de se justifier, mais juste ne pas faire la chose. C'est vrai que finalement, on laisse les autres choisir pour nous. Et oui, c'est vrai que l'ego, il arrive à mordre, même encore avec sa muselière, parce que c'est vrai que l'ego, il est tellement vite là, il est tellement présent dans nos vies, et c'est son rôle en fait de nous protéger. Donc c'est sûr qu'il va le faire. Après, c'est à nous de voir de quelle façon on veut qu'il nous protège et quelle distance on peut mettre et on veut mettre avec cette protection-là. On en a parlé hier, l'ego, il nous maintient dans trois types de réactions différentes. Soit l'immobilité, donc c'est un peu, on freeze, on n'arrive plus à rien faire, on n'arrive plus à bouger, donc là c'est la procrastination. On sait qu'on a plein de choses qui nous attendent, on sait qu'on doit faire plein de choses, on a plein de tâches à réaliser, mais on n'arrive pas à bouger. On reste là sur le canapé, devant la télé, ou bien sur son téléphone à faire d'autres choses, tout en se disant que oui, mince, là j'aurais ça à faire, et après j'aurai encore pas le temps, et après je vais encore m'énerver parce que j'aurais pas réussi à tout faire, et pourtant on n'arrive pas à bouger.
après, enfin, une autre réaction que l'immobilité, ça peut être la fuite. Donc, c'est faire plein, plein, plein ici pour le temps, faire plein d'actions, par exemple, pour euh, pas voir le temps passer et avoir l'impression d'être efficace, mais en fait, on fait pas les actions qu'on avait prévu de faire. Comme par exemple, si on a, je sais pas, des devoirs à faire, ou bien si on a un courrier à écrire, ou si on veut faire le ménage. En fait, on trouve plein d'autres trucs beaucoup plus importants à faire pour pas pouvoir faire cette chose-là. Donc ça, c'est plutôt la fuite. On trouve plein de choses, de choses à mettre en place. Et puis le troisième, la troisième réaction de l'ego, ça peut être l'attaque. Et à ce moment-là, ben, on est agressif et on est de mauvaise humeur. Et dès que quelqu'un vient nous parler de ce temps et de oui, est-ce que t'as fait ça? Ben non, j'avais pas le temps. Qu'est-ce que tu crois? Je peux pas tout faire. Je suis pas surhumain ou surhumaine. Donc ça, c'est aussi l'ego en fait qui réagit parce qu'en fait on veut se protéger, enfin il veut nous protéger et nous dire ben non en fait il y a des raisons que tu t'arrives pas à gérer ton temps et en fait tu peux pas faire autrement. C'est pour ça que je dis qu'il empêche de faire des choix et qu'il enferme dans les habitudes parce qu'il nous fait croire des choses, il nous fait croire qu'on n'arrive pas à faire autrement alors qu'en fait on n'en sait rien puisqu'on n'a même pas essayé. Et donc le point suivant, ce qui est important, c'est de réussir à identifier ses croyances limitantes par rapport au temps. Pourquoi c'est important de les identifier? Le but, c'est de pouvoir déconstruire ces croyances-là pour s'en libérer et qu'elles n'existent plus en fait, ou qu'elles soient de plus en plus atténuées dans notre quotidien au moment de faire les choses et au moment de gérer notre temps et de choisir ce qu'on va faire en fait comme activité dans un temps donné. Donc, les croyances qu'on peut avoir, c'est que j'aurai jamais assez de temps pour tout faire. Il y a des gens, ils croient toujours qu'ils auront jamais assez de temps. Et dès qu'on leur demande un truc, mais quand? Mais quand? Et ils ont l'impression de pas avoir de temps, alors qu'en fait, si on regarde objectivement, quelqu'un de l'extérieur, il verrait qu'il y a du temps, en vrai. Ou alors une autre croyance qu'on peut avoir, c'est j'ai pas de temps pour moi parce que je dois toujours être là pour les autres. Ou bien je dois tout gérer parce que si je gère pas les choses, ça ne va pas fonctionner. Par exemple, au travail ou l'organisation de la maison, c'est un peu se croire irremplaçable. En fait, finalement, on peut se dire qu'on est remplaçable ou que chacun est irremplaçable et ça permet de retrouver, de donner un autre positionnement en fait à cette notion du temps. Oui, mais quand? Ça, c'est un truc, une phrase qu'on se disait tellement avec ma sœur, sans s'en rendre compte, hein, même. Mais à force de répéter ça, on donne comme message inconscient à notre cerveau qu'on n'a pas de temps et que c'est pas possible d'avoir du temps. Et donc, c'est vraiment important de trouver ces blocages pour pouvoir les dépasser et pour avancer. Alors, le but, c'est pas de les fuir ou de les nier et de se dire, bah non, moi, j'ai pas de problème avec le temps, j'ai pas de peur, parce que, comme on disait hier, plus on essaye d'enfuir, plus on essaye de se cacher à soi-même ces blocages, et plus ils vont être présents et ils vont trouver un autre moyen d'apparaître. Donc, finalement, réussir à gérer son temps, c'est prendre ses décisions dans l'amour et pas dans la peur, donc par amour et pas par peur. En fait, il y a deux grandes émotions qui sont à la source de toutes les autres émotions, c'est l'amour et la peur. Donc soit on fait quelque chose parce qu'on a vraiment profondément envie de le faire, parce que ça nous met en joie, parce qu'on est heureux et que là on n'a pas besoin de se motiver pour faire quelque chose, on se pose pas la question, on est motivé et on y va, on le fait. Ou alors, si c'est pas de l'amour, c'est forcément de la peur. La peur de ne pas faire plaisir, de décevoir, de plus être apprécié, de plus être aimé. Quand on se dit, par exemple, mais il faut que je le fasse ou je dois le faire. Oui, mais je vais le faire pour que machin soit pas triste. Mais il faut que je le fasse, sinon personne le fera. Là, c'est plus de l'amour en fait. C'est déjà de la contrainte, donc sans que ce soit une peur dans le sens où
on a vraiment peur qu'il nous arrive quelque chose de grave. À partir du moment où c'est pas une émotion profondément de joie, c'est pas de l'amour. Donc, faire les choses, c'est se dire, bon, qu'est-ce que je vais faire par amour pour moi, parce que j'ai envie, parce que ça me fait du bien et parce que ça me nourrit. Et à l'inverse, qu'est-ce que je vais faire pour faire plaisir? Et c'est en comprenant, en fait, on a plusieurs parts à l'intérieur de nous, plusieurs facettes à l'intérieur de nous, qui vont pas réagir en fonction des mêmes critères parce qu'elles n'ont pas les mêmes objectifs et qu'elles n'ont pas les mêmes besoins. Et comprendre les conflits entre ces différentes facettes à l'intérieur de nous, ça nous permet de prendre nos décisions plus en conscience et différemment parce qu'on arrive à voir ce qui se joue en nous. Par exemple, il y a la partie de moi qui travaille, il y a la partie de moi qui est parent, la maman ou le papa, il y a l'enfant de ses parents, et ça, quel que soit l'âge. Il y a le frère ou la sœur, il y a l'ami, il y a le ou la collègue. Donc toutes ces personnes-là, tous ces personnages intérieurs, ils ont aussi des pensées, ils ont aussi des croyances et ils prennent aussi des décisions. Donc quand on a une tâche, tout ça entre en jeu. Et donc c'est réussir à décortiquer tout ça et choisir en conscience à quelle partie de nous on va donner du pouvoir, du temps, de l'énergie. Et ça va permettre de lever les trois objections importantes de notre cerveau qui sont le temps, l'argent et l'énergie. Donc oui, le temps, voilà, j'ai pas le temps pour faire tout ce que je veux faire, tout ce qu'on me demande de faire. Et justement, c'est important de se demander pourquoi est-ce que je pense toujours que j'ai pas le temps et finalement, est-ce que c'est les autres qui, entre guillemets, me prennent mon temps ou est-ce que c'est moi qui n'arrive pas à me donner du temps pour moi? L'énergie, c'est j'arrive pas à tout faire, j'ai pas le temps de tout faire parce qu'en fait, je manque d'énergie, j'ai pas assez de temps j'ai pas assez d'énergie, pardon, pour faire tout ce que je voudrais faire de façon efficace, de façon rapide. Et là, pareil, on peut se poser la question, est-ce qu'on n'a vraiment pas assez d'énergie? Ou est-ce qu'on ne veut pas trouver l'énergie? Ou est-ce qu'on ne veut pas admettre que finalement, on n'est pas des surhumains, mais que des fois, on a quand même l'énergie pour faire des choses et il ne s'agit pas de rester là à se plaindre sur son canapé, alors qu'en fait, en se reboostant un peu, on a l'énergie pour faire des choses. Et puis, la troisième grande objection, c'est l'argent. D'ailleurs, on entend bien, le temps c'est de l'argent, j'ai pas le temps, et si je fais pas tout ça, si j'arrive pas à travailler plus ou à faire plus de devoirs, pour les plus jeunes, je vais pas avoir mon augmentation, ou alors je vais pas avoir des bonnes notes, j'arriverai pas à avoir ma vie idéale. Et donc là aussi, c'est pareil, c'est bonjour Mathieu. C'est qu'est-ce qu'on met comme valeur derrière tout ça, derrière ces objections que le cerveau nous donne et qu'on choisit de croire ou de ne pas croire. Donc finalement, gérer son temps, c'est faire des choix conscients et décider de faire déjà à l'avance un conseil, hein, on peut faire à l'avance une liste de ses priorités. Et quand on fait cette liste, c'est réussir à être réaliste et à créer un état de sécurité intérieure pour pas être dans l'urgence quand on crée cette liste et pas vouloir remplir la liste à tout prix. Et puis on peut faire justement un planning ou des choses qu'on a décidé de faire à la journée et être raisonnable. C'est pas la peine de faire 10 choses, de prévoir 10 choses alors qu'on sait très bien qu'on n'y arrivera pas. On peut prévoir aussi de faire ça à la semaine ou même sur le mois, mais vérifier régulièrement qu'on a rempli ces objectifs pour se valoriser intérieurement et voir que oui, on est capable
de faire des choses et de mettre en place des choses pour soi-même, pour gérer le temps. Et finalement, ben, ça nous permet d'avoir une vie plus sereine, plus agréable et bien plus posée que quand on est toujours en train de courir, quand on est toujours en train de penser, parce que quand on est toujours en train de penser, on a aussi l'impression qu'on est toujours en train de courir. Et donc c'est pour ça que je vous parlais hier de mon accompagnement, qui est donc le but de l'accompagnement, c'est vraiment de se créer une vie plus sereine. Donc je l'ai appelé l'accompagnement plouf, parce qu'il permet d'apprendre à plonger en soi, de faire un grand plouf en soi pour éclabousser sa vie de bonheur et de bien-être. Et donc le plouf, c'est le P de pacifier son mental, le L de libérer ses émotions. Ensuite, avec le O, on ouvre des nouveaux possibles. Et puis, on utilise son authenticité avec le U. Et enfin, on fête l'instant présent pour réussir à être vraiment ici, maintenant et le plus posé possible, comme on avait vu lors de notre première soirée. Donc, dans cet accompagnement, il y aura c'est un accompagnement qui dure 6 mois. Et donc, chaque semaine, il y a un entretien individuel de 40 minutes, d'une quarantaine de minutes qu'on fait ensemble, qu'on va faire à distance, par visio. À l'issue de cet accompagnement, je ferai un soin énergétique pour que ce qu'on a mis en place reste bien ancré et qui puisse permettre la meilleure évolution possible, en tout cas la plus juste pour soi, celle qu'on est le plus capable d'accepter, de recevoir à ce moment-là, pour pouvoir avoir vraiment une progression qui soit efficace. Et puis efficace par rapport aux blocages et aux peurs qu'on a en soi. Et puis il y aura un livret d'accompagnement avec des propositions d'entraînement, de réflexion qu'on peut faire ou pas. Rien n'est obligatoire, c'est optionnel. Mais ceux qui ont envie ou besoin, ben, ça leur permet d'avoir un support et d'avoir un suivi sur le temps. Et puis chaque mois, on aura un nouveau thème avec des vidéos de connaissances de base, des conseils, des entraînements, des méditations. Et bien sûr, c'est un partenariat, donc c'est quelque chose qui se fait avec un engagement de ma part, mais évidemment de la part aussi de la personne qui suit ce programme. En fait, c'est un programme où je vous explique vraiment, je vous partage vraiment tout ce qui m'a permis à moi de sortir de cet état de stress latent, de pouvoir être beaucoup plus à l'aise avec la gestion de mon temps, de pas culpabiliser quand je fais pas quelque chose, de réussir à dire non si j'ai pas envie de le faire, mais en le faisant gentiment, et de pas avoir l'impression de subir ma vie en faisant des choses qui me conviennent pas, ou en subissant entre guillemets le temps, parce que j'avais l'impression de jamais avoir de temps pour moi, de jamais pouvoir me poser, de jamais vivre l'instant. Et donc j'ai appris tellement de choses que j'ai envie de les partager, et je me dis que bah, ça peut aider plein de gens, donc j'ai envie de vous aider vous aussi à avoir cette notion-là différente par rapport au temps et puis par rapport à vous-même, et de vous permettre de cheminer pour améliorer votre vie. Donc cet engagement qui est sur 6 mois, le but c'est qu'à la fin des 6 mois, bah, vous soyez autonome pour poursuivre, comme j'ai dit hier, ce chemin de transformation. Et alors avec d'autres personnes ou pas, mais en tout cas vraiment décoller vers cette nouvelle vie beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine et beaucoup plus agréable, parce qu'en fait, ben moi je remarque que je vis beaucoup plus dans la joie, que les choses moins agréables ou dites négatives me touchent moins, parce que je remarque tellement les belles choses autour de moi, tout le reste qui est tellement agréable, que c'est comme si c'est atténué. Et le but, c'est pas de nier ce qu'on ne veut plus, mais c'est réussir à accueillir tout ça, tout ce qu'on vit, toutes les parties de nous, pour pouvoir justement
composer avec tout ça et se créer une vie beaucoup plus agréable. Donc, le tarif de ce programme d'accompagnement sur 6 mois, c'est 2222 €. Et là, jusqu'au 30 avril, je vous propose une promotion, donc qui sera à 2111 €. Et je vous ferai en plus un tirage avec le jeu de cartes de la transformation, les cartes lumière. Donc en fait, c'est un tirage de transformation dans lequel on voit, voilà, c'est un tirage énergétique, on étudie les blessures, donc les blocages, les émotions à libérer, les principales en tout cas, et puis les énergies qui peuvent être des atouts. Et puis on va voir aussi la ressource principale qui est en vous et comment tout ça peut permettre d'être un tremplin de transformation pour une nouvelle vie. Et c'est vrai que ça demande vraiment un engagement parce que finalement, c'est facile de croire, parce que c'est l'ego, hein, c'est notre cher ego qui veut nous faire croire. D'ailleurs, je trouve qu'il est un peu éclairé, on le voit pas bien. Et après, il va me dire, on l'a pas vu. C'est l'ego qui veut nous faire croire que soi-même on est impuissant et que c'est les autres qui détiennent la clé de notre bonheur, la clé de notre mieux-être, la clé de notre sérénité au quotidien. Et en fait, même si on peut être guidé et accompagné par des personnes, par des outils, par des livres, finalement, en fait, la transformation, la vraie transformation, elle se fait aussi par soi-même. Donc, en fait, c'est vraiment un partenariat qui se fait à tous les niveaux, avec le monde extérieur, mais aussi avec son monde intérieur. Donc, c'est vraiment, vraiment important de comprendre que oui, ça demande un investissement en temps. Oui, ça demande un investissement en énergie. Et oui, ça demande un investissement en argent. Mais le but, c'est de se poser la question, mais qu'est-ce que je suis prêt ou prête à investir pour moi, pour cette vie plus agréable, pour cette vie que je me crée et dont je rêve en fait. Et c'est vrai que ce prix-là, il n'est pas anodin. Moi, mon premier investissement de ce type-là, c'était justement ce tarif-là. Et je me suis posé la question, ouais, mais quand même, est-ce que j'ai négocié avec Debout, là, avec mon ego, est-ce que c'est pas un peu cher quand même? Est-ce que tu crois que ça vaut le coup? J'ai pensé, repensé, jusqu'à réaliser que finalement 2222 € pour me créer une nouvelle vie et me lancer sur les rails de mon bien-être, non, c'était pas trop. Et est-ce que toute cette énergie, je serais prête à la mettre? Oui, j'ai décidé que ça valait la peine et que c'était vraiment voilà, une chance, une opportunité que je voulais me donner et je me suis pas posé la question de si ça allait marcher ou pas parce que j'ai décidé de croire en moi et j'ai décidé que ça allait marcher. Et effectivement, aujourd'hui, j'en suis super contente et je vis vraiment, voilà, je vis une vie super agréable et super épanouie. Et même j'allais dire, les gens qui me rencontrent me le disent, mais même moi, je m'en rends compte, j'ai même pas besoin des autres, de la validation des autres. Moi-même, je me rends compte que je me sens vraiment mieux dans ma vie. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous poser ces questions-là et à voir ce qui est important pour vous et la valeur que vous vous accordez pour pouvoir investir en vous, que ce soit dans cette formation ou dans une autre formation d'ailleurs. Mais c'est vraiment important, je pense, aujourd'hui de prendre soi-même la mesure de sa valeur parce que c'est nous la première personne à pouvoir compter sur nous-mêmes et si on attend toujours après les autres, on risque d'être déçu et puis de se rendre compte un jour que finalement on est peut-être passé à côté d'une vie beaucoup plus agréable. Donc voilà, je terminerai là-dessus, à moins qu'il y ait encore des questions, des choses à préciser, sur le programme d'accompagnement, mais pas que, hein, sur tout ce qu'on a vu au cours de ces 3 soirs. S'il y a des questions ou
des exemples pratiques qui vous viennent à l'esprit, des choses qui vous paraissent difficiles à gérer niveau temps, niveau timing, ou le rapport entre le temps et certaines émotions. Par exemple, avec le stress. Je dis ça parce que oui, quand on parle de temps, parfois on est stressé parce qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas à tout faire et que justement notre valeur dépend de ce qu'on va réussir à faire ou pas. Et c'est aussi comprendre que bah, notre valeur, elle dépend pas de ça et que notre valeur, elle est intrinsèque et qu'elle vient vraiment de nous. Et quoi qu'on fasse, en fait, on a de la valeur et donc c'est vraiment super important de réaliser ça. Donc, ben, si on n'a pas de questions, j'ai arrêté là et je suis contente si ça a de la valeur pour certaines personnes. Tant mieux, c'est vraiment le but. Je suis heureuse de vous partager ça, de vous partager toutes ces astuces, tous ces trucs. Salut Xavier. La vidéo touche à sa fin. Si tu as envie, je serais contente que tu regardes en replay et puis tu me diras. En tout cas, je vous fais un gros bonsoir à tout le monde, des gros bisous, et puis je vous dis à très 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 bientôt pour ceux que je vais revoir bientôt. Gros bisous!